bienvenue dans le 7-8 l'hebdo. Nous sommes le vendredi 10 juillet et voici le sommaire de cette édition. La ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher est venue en visite dans le sud du département. Un déplacement consacré à la reconquête industrielle, reportage à venir dans ce numéro. La députée yvelinoise Nadia Hay a créé la surprise en étant nommée ministre déléguée à la ville dans le nouveau gouvernement de Jean Castex. Une nomination qui entraîne des élections législatives partielles dans la 11e circonscription. Nous analyserons cela avec Stéphane Manson, doyen honoraire à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Les nouveaux maires élus installés, le SIAP d'Achères qui renforce sa sécurité et les bacheliers 2020 heureux de remporter le diplôme dans ce contexte si particulier. Nous ferons le tour de l'actualité de la semaine dans le département. On débute avec le déplacement ce vendredi 10 juillet de la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher. Invitée par la députée Aurore Berger, elles ont visité l'entreprise Daco Bello à Ably. Cette entreprise de taille intermédiaire ETI emploie 200 personnes et a reçu des aides de l'État en période du Covid. Reportage de Manon Varaldo et Mathilde Demilly. La ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, s'est rendue à l'entreprise Daco Bello à Ably sur la circonscription de la députée Aurore Berger, également présente. Avec le PDG, elles ont pu découvrir les étapes de fabrication des produits Daco Bello, beaucoup de machines mais qui ne fonctionnent pas toutes seules et créer des emplois. Elles ont découvert tous les processus de cette entreprise familiale de taille intermédiaire spécialisée depuis près de 50 ans dans l'importation et le conditionnement de fruits secs, séchés et de graines du monde entier. Outre les dégustations, l'objet de cette visite, la reconquête industrielle. Sur un cas très concret, on voit tout ce que peut apporter l'industrie. Ça sera pour nous un enjeu majeur. On ne va pas se mentir, on est dans une crise mondiale. On entend ici et là des chiffres inquiétants de suppression d'emplois. Mais on voit aussi que l'industrie peut créer de l'emploi, qu'il y a des belles histoires. Là, c'est une histoire de reprise d'un site qui était en difficulté, reprise où tous les salariés ont été repris, et reprise qui finalement conduit à continuer à recruter. Vous parliez de 200 emplois supplémentaires prochainement recrutés. Voilà comment on peut, avec des sites industriels, main dans la main avec les industriels, permettre de reconstruire notre économie. Durant la Covid-19, très peu de chômage partiel pour cette entreprise, 15 personnes seulement, et des produits alimentaires plébiscités pendant la période du confinement. Le message qui doit passer, c'est un message de la réalité d'une entreprise, PME ou ETI, implantée sur le territoire, avec plus de 200 salariés, et qui a évidemment les problématiques d'une entreprise pendant la crise, post-crise. On a pu montrer tout à l'heure lors de la visite sur ligne les premiers prototypes de papier qui remplacent le plastique, d'emballage papier qui remplace le plastique. C'est des moments très importants dans l'histoire de l'entreprise. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est de 80 millions d'euros. Daco Bello se tourne à présent vers l'e-commerce. Une actualité politique mouvementée cette semaine dans les Yvelines. Pour la commenter, Stéphane Manson, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes doyen honoraire à la faculté de droit et de sciences politiques à l'UVSQ et bien sûr les téléspectateurs de TV78 vous connaissent bien. En début de semaine, on apprenait les noms des nouveaux ministres. Alors côté Yvelines, certains noms circulaient de potentiels ministres. On entendait parler de la députée Aurore Berger ou du maire de Poissy Carl Olive. Et c'est finalement la députée de la 11e circonscription, Nadia Hay, qui a créé la surprise. Est-ce que vous y attendiez ? Non, je vous avoue que je n'étais pas dans le secret des dieux, ni du côté de l'Élysée, ni du côté de Matignon. Si on m'avait demandé de parier, si vous voulez, j'aurais plutôt parié sur Aurore Berger, alors qui aurait peut-être pu être éventuellement nommée au ministère de la Culture au regard du rapport assez substantiel qu'elle a rendu au sujet de ce domaine il y a quelques mois. Politiquement, Carl Olive était peut-être pas mal placé, mais j'avoue que Nadia Hay, je n'y pensais pas. Alors mardi avait lieu dans la soirée la passation de pouvoir. Nadia est officiellement devenue ministre déléguée en charge de la ville. Elle succède à Julien Denormandie, qui a été nommé ministre de l'Agriculture. Retour sur cette soirée au ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations Territoriales avec Nicolas Dandry et Aurélie Ronze.
Je te souhaite la bienvenue au ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Nadia est accueillie par la ministre Jacqueline Gouraud pour sa prise de fonction. Auprès d'elle, l'Yvelinoise devient ministre déléguée en charge de la ville. Elle remplace Julien Denormandie qui rejoint le ministère de l'Agriculture. L'ex-député de la 11e circonscription des Yvelines va s'occuper des zones urbaines fortement impactées par la crise sanitaire. Et les deux priorités aujourd'hui sont évidemment l'emploi, parce qu'il faut que l'emploi, que la relance économique arrive dans ces quartiers aussi, et l'éducation, parce que cette période de confinement a eu un effet très, très grave dans la poursuite scolaire des enfants. La politique de la ville sera au cœur de son action, une politique globale pour lutter contre les inégalités sociales dans les quartiers prioritaires, avec plusieurs dimensions culturelles, sociales, économiques ou encore éducatives, un sujet de préoccupation dans plusieurs communes de son ancienne circonscription. Cette circonscription qui est en fait, en réalité, je le dis tout le temps, une mini-France, parce qu'on part des problématiques qui peuvent être des problématiques rurales quand on est sur la vallée de Chevreuse avec la ville du Mesnil-Saint-Denis, comme des problématiques urbaines importantes comme la ville de Trappes. L'action sera orientée particulièrement sur les quartiers politiques de la ville, mais tous les territoires fragiles et surtout, je le disais tout à l'heure, cette réconciliation entre le rural et la ville. Conséquence directe de sa nomination, une élection législative partielle va être organisée dans les 3 prochains mois dans la 11e circonscription des Yvelines. À l'heure où je vous parle, je ne suis pas candidate aux législatives. Ça peut évoluer dans les jours à venir. Je me donne le temps de la réflexion. Il est très clair que nous aurons un candidat ou une candidate, La République En Marche, dans la 11e circonscription des Yvelines. Pour rappel, lors du second tour des élections législatives de 2017, Nadia El avait emporté avec 52,96% devant le candidat Les Républicains, Jean-Michel Fourgousse. Alors la délégation à la ville, pourquoi ça lui correspond ? Écoutez, je trouve qu'elle l'explique pas mal. C'est vrai que sa circonscription, alors elle le dit d'ailleurs, qui est si vous voulez, un mixte, un intermédiaire entre un aspect un peu rural, c'est-à-dire un morceau de la vallée de Chevreuse, et puis un côté urbain, mais urbain très axé politique de la ville avec Trappes-Elancourt. Cette circonscription, elle pourrait, si vous voulez, sociologiquement résumer un peu à elle seule ce que doit être ou ce que pourrait être ou ce qu'est la politique de la ville qui est conduite en France, disons, depuis une vingtaine d'années, depuis la fin des années 90, le début des années 2000. Et puis par ailleurs au Parlement, on sait qu'elle a, en sa qualité de députée, qu'elle a déjà travaillé sur ces sujets. Oui, elle était vice-présidente du groupe d'études Ville et banlieue. Alors, c'est pas la première Yvelinoise à accéder à une haute fonction de l'État. On pense à Valérie Pécresse, qui était ministre sous Nicolas Sarkozy. Bien sûr, Gérard Larcher, actuel président du Sénat. Les Yvelines, est-ce que c'est un peu un vivier de politique amené à aller vers ces postes-là ? Non, enfin, si vous voulez, il n'y a pas de vivier. Ce sont vraiment les circonstances qui font, les circonstances politiques essentiellement, qui font que, bien dans le gouvernement actuel, je lisais une infographie dans un grand quotidien du soir l'autre jour. Il y a, je crois, plus de la moitié des membres du gouvernement qui sont issus de l'Île-de-France, avec une représentation aussi assez importante de certaines parties de la province, enfin des régions françaises. Mais tout cela, je pense qu'il faut y voir à chaque fois, si vous voulez, une conséquence des circonstances du moment. Mais rien de plus en tout cas. Alors, autre conséquence de cette nomination de Nadia est la tenue prochaine d'élections législatives partielles dans la 11e circonscription. Nadia a préféré démissionner de ses fonctions de parlementaire dès qu'elle a pris sa nomination. Son suppléant Moussa Warous aurait dû siéger à sa place, mais il est sous le coup de procédures judiciaires. Explication de Nicolas Dandry. Une élection législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines, la conséquence directe de la nomination de Nadia, ministre déléguée chargée de la ville. Pour rejoindre le gouvernement, elle a décidé de démissionner de son mandat à l'Assemblée nationale. Objectif, éviter que son suppléant Moussa Warous lui succède au Parlement. En août 2019, il a été mis en examen dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants. Sur son compte Twitter, le principal intéressé assure que la démission a été prise d'un commun accord avec Nadia.
Dans un délai de 3 mois, les électeurs de la 11e circonscription vont être appelés aux urnes pour élire leurs députés. Conseiller municipal d'opposition de Trappes, Othman Nasrou a été le premier à annoncer sa candidature sur les réseaux sociaux. Naturellement, cette élection législative partielle, elle se fait dans la suite du combat que je mène à Trappes, qui est la plus grande ville de la circonscription. Il y en a d'autres, naturellement. Et pour toutes les 7 villes de la circonscription, moi, je souhaite représenter dignement les habitants de la circonscription à l'Assemblée nationale pour porter d'abord, je l'ai dit, un combat pour les valeurs de la République. Je me suis toujours positionné comme un candidat de la droite et du centre. Et donc, naturellement, je suis ouvert, mais je suis un élu aussi de la droite républicaine. Je ne l'ai jamais renié et ce sont aujourd'hui ces valeurs-là que je souhaite porter. De son côté, le nouveau maire de Trappes, Ali Rabé, souhaite se consacrer à sa commune. En revanche, il a son idée pour représenter la gauche lors de ce prochain scrutin. Moi personnellement, je vous le dis, je ne le cache pas, je souhaite que Benoît Hamon revienne dans le jeu politique, je souhaite qu'il soit pourquoi pas le député de la 11e circonscription. Malheureusement, ça ne dépend pas que de moi, mais je tâcherai de le convaincre et j'espère que les prochaines semaines, les prochains mois nous donneront l'occasion de revoir Benoît Hamon en première ligne. Et je souhaite que Nadia Hay vienne remettre son titre en jeu. Si elle gagne l'élection législative qui aura lieu d'ici 3 mois, elle pourra, comme ministre, prendre ses responsabilités et son suppléant ira siéger à l'Assemblée nationale. Pour le moment, La République En Marche n'a pas pris de décision concernant cette élection. La réflexion est en cours. Laissons pour l'instant les candidats qui vont se manifester. Je ne sais pas encore les candidats qui vont se positionner. Tout à l'heure, j'ai eu un SMS de quelqu'un que je connais, qui est marcheur de la première heure, qui souhaite avoir un échange avec moi parce qu'il souhaite se positionner. Pour rappel, lors du second tour des élections législatives de 2017 dans la 11e circonscription, Nadia Hay l'avait emporté avec 52,96% des suffrages devant le candidat Les Républicains Jean-Michel Fourgousse. Alors l'annonce de la candidature d'Othman Nasrou qui dans un premier temps n'a pas plu au président de la Fédération Les Républicains des Yvelines. Dans un communiqué, Pierre Bédier juge cette annonce solitaire et précipitée, sachant que le maire de Bois d'Arcy, Philippe Bennassaya, était pressenti. Il a même confié être candidat à la candidature chez nos confrères de 78actu.fr. Un comité départemental devait se tenir jeudi soir pour désigner un candidat. Il n'a finalement pas eu lieu et des négociations sont en cours pour trouver une candidature commune qui fera consensus au sein des Républicains des Yvelines. De son côté, Nadia Hay se donne du temps et de la réflexion et assure qu'il y aura une candidature LREM dans la 11e circonscription. Stéphane Manson, les Républicains semblent tiraillés entre 2 candidatures. Qui, de Othman Nasrou ou de Philippe Bennassaya, les représenterait le mieux selon vous? On peut aussi penser qu'il y a d'un côté la chapelle Valérie Pécresse et la chapelle Pierre Bédier dans les Yvelines. Là, vous me posez une question pour laquelle je n'ai évidemment pas de réponse. Vous savez, l'alchimie interne aux différents partis politiques, et plus encore, et vous avez raison de le souligner, lorsque, comme c'est très fréquent, ces partis politiques sont traversés par des courants, par des chapelles, par des espèces de sous-partis ou de courants qui sont autant idéologiques. Il y a quelques nuances idéologiques parfois, mais enfin parfois il n'y en a même pas. Ce sont parfois des courants qui sont liés à une personnalité au regard de l'influence politique de cette personnalité ou parfois aussi de la profondeur de son implantation locale. Là, moi, si vous voulez, ma boule de cristal là ne me dit rien. Je suis bien incapable de vous dire qui représentera les Républicains à cette élection législative. Ce dont je peux me réjouir en qualité de citoyen, c'est de voir que finalement les candidats ne manquent pas. Et que ça, c'est plutôt bon signe. Ce qui a plutôt tendance à manquer de nos jours, ce sont les électeurs, beaucoup plus que les candidats. Alors, ces élections législatives vont avoir un réel enjeu. La 11e circonscription avait créé la surprise en 2017 avec l'élection de Nadia Hay. La droite comme la gauche pourrait peut-être prendre sa revanche. Un retour de Benoît Hamon est espéré par Ali Rabé. Mais il faut quand même voir que depuis l'instauration du quinquennat présidentiel, en lieu et place du septennat, donc depuis cette réforme du quinquennat qui n'a pas que des aspects positifs, il y a au moins une incidence, et c'est la conséquence qui d'ailleurs avait été voulue, avait été souhaitée, c'est que les élections législatives qui se déroulent 1 mois et demi à 2 mois après l'élection présidentielle, ces élections législatives sont en quelque sorte entraînées, bénéficient de l'effet d'entraînement politique conféré par l'élection présidentielle. Donc la vague La République En Marche de juin
2017, consécutive à l'élection à la présidence de la République d'Emmanuel Macron, eh bien, elle était évidemment totalement liée, totalement concomitante avec l'élection présidentielle. Il y a d'autres exemples qui pourraient être trouvés dans l'histoire institutionnelle, mais en tout cas, le quinquennat, il a pour effet de lier de manière très étroite ces deux élections. L'élection présidentielle est en quelque sorte la locomotive politique pour les élections législatives. Là, eh ben, on est dans une configuration politique complètement différente, avec une fin de mandat, un début de fin de mandat pour le président de la République, avec des questions de popularité qui peuvent se poser à l'égard de l'équipe gouvernementale et présidentielle en place. Donc, y aura-t-il une revanche côté gauche ou côté droit? Je ne peux vous le dire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, le candidat ou la candidate La République En Marche va partir avec un handicap assez lourd. On arrive à la fin de cet entretien. Merci Stéphane Manson d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, avec plaisir. Quant à nous, on passe au reste de l'actualité de la semaine. Et nous l'avons appris juste après l'enregistrement de cet entretien, Othman Nasrou s'est vu confier la première vice-présidence à la région Île-de-France, en charge des affaires internationales et européennes. Il précise dans un communiqué qu'il quitte donc son mandat de vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, mais qu'il reste candidat pour les législatives de la 11e circonscription. Lundi, nous connaissions les noms des nouveaux maires de Saint-Quentin en Yvelines dont les listes avaient remporté le second tour des élections municipales. À Trappes, c'est Ali Rabé qui prend la suite du maire sortant Guy Malandin, un conseil d'installation sous tension où le maire sortant a quitté la salle à l'élection de son successeur. Du côté de la Verrière, le passage à droite est officialisé. Nicolas Dainville a été élu samedi 4 juillet. La maire sortante Nelly Dutu siège désormais dans l'opposition avec 5 autres membres de sa liste. À Villepreux, Jean-Baptiste Amonique succède à Stéphane Mirambeau. Âgé de 28 ans, l'ancien élu de la majorité met fin à 12 années de mandat du maire sortant. Philippe Guiguen prend l'écharpe de maire au Clé-sous-Bois. Il succède à la maire sortante Véronique Côté-Millard qui n'avait pas souhaité se représenter et avait soutenu sa candidature. À Guyancourt, François Morton conserve son siège et son opposant du premier tour, qui avait fusionné sa liste au second, devient adjoint en charge de la démocratie permanente. À Plaisir, pas de changement, Joséphine Coleman-Berger était même la seule à se porter candidate lors du conseil d'installation. Elle démarre son 3e mandat. Enfin, à Voisin-le-Bretonneux, Alexandra Rossetti est réélue maire. Sa liste était arrivée en tête avec 53,10% des voix. C'était le 3 juillet 2019. L'usine de traitement des eaux usées du SIAP à Achères connaissait un incendie. Un an plus tard, lundi 6 juillet 2020, la préfecture des Yvelines organisait une réunion avec les différentes parties prenantes. Objectif, faire un point d'étape sur l'évolution de la situation et le suivi de cet incident. Reportage de Nicolas Dandry. Voici les premières images du futur bâtiment de l'usine de traitement des eaux usées du SIAP à Achères. Une reconstruction suite à l'incendie du 3 juillet 2019. Une nouvelle organisation autour de 2 bâtiments avec un site réservé au stockage de chlorure ferrique. À l'intérieur du bâtiment de la clarification, ce qui a surtout brûlé, c'est le stockage de chlorure ferrique. Donc ce stockage-là, on va le reconstruire à côté. Et du coup, avec des mesures en termes de sécurité incendie qui sont beaucoup plus draconiennes que celles dont on disposait dans l'ancien bâtiment. Depuis 1 an, le bâtiment touché par l'incendie a été nettoyé. Les travaux de reconstruction devraient être lancés en 2021 pour une livraison en 2022. En attendant, le SIAP travaille sur une nouvelle organisation. Objectif, renforcer la sécurité. Aujourd'hui, on est encore dans une culture où c'est la production, donc le traitement des eaux, qui est la priorité. Et la sécurité n'est pas encore une priorité suffisamment importante pour l'ensemble de nos agents et notamment pour nos encadrants. Donc c'est ce travail-là qu'on va mener dans les 2-3 ans qui viennent. Les résultats d'un audit et d'une expertise sur l'origine de cet incendie ont été présentés lors d'une réunion d'information auprès des parties prenantes à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. La cause la plus probable du départ de feu serait un défaut d'isolement de câbles électriques. L'incendie étant d'origine électrique, il est susceptible de se reproduire et qu'il faut donc d'une part diminuer ce risque et surtout en limiter les conséquences. Pour rassurer les élus locaux et la population, les services de l'État poursuivent la communication sur ce dossier. Des exercices de sécurité devraient être organisés en novembre au niveau des opérations de commandement, puis avec les maires et la population en avril 2021.
Mardi, c'était le jour J pour les plus de 71 000 candidats du bac 2020 dans l'Académie de Versailles. Un bac un peu particulier cette année puisque les élèves ont été notés en contrôle continu en raison de la crise sanitaire. Les résultats n'étaient pas affichés devant les établissements. Les candidats étaient malgré tout invités à venir récupérer leur relevé de notes. Réaction recueillie à Montigny-le-Bretonneux avec Aurélie Ronze et Jules Cachin. On a le bac, ouais. Voilà, donc on a le bac, moi j'ai mention assez bien, elle a la mention très bien et elle a 10. Eh oui. T'as combien 18 de moyenne, on peut tous l'applaudir. Ouais. Voilà, bravo. Je savais que j'allais avoir mon bac mais je savais pas quelle mention. Je pensais que j'allais avoir la mention bien, mais du coup j'ai été surprise, j'ai eu très bien donc je suis contente. Admis mention très bien, bac. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce bac 2020 du coup qui était un petit peu différent des autres? Assez spécial, qui demandait pas trop d'efforts, enfin qui demandait de l'effort sur l'année etc. mais pas... de l'effort sur une courte période et des week-ends de révision, etc. Moi j'ai mon bac sans mention, j'étais pas loin de la mention mais voilà, avec 10,80 je suis plutôt content quand même de l'avoir. Avec le Covid, c'est vrai qu'on appréhendait beaucoup comment allaient être les bulletins, comment ça allait se passer. Donc on hésitait, certains, on était 3 de notre classe à être assez à la limite, donc on ne savait pas trop est-ce qu'on avait passé en rattrapage ou pas. Les usagers des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines ont pu retrouver leur lieu de culture. Si certaines proposaient des services on drive le temps du déconfinement, mardi 7 juillet, elles ont rouvert leurs portes et les habitués étaient au rendez-vous. Exemple à la Verrière. Toucher les livres, les feuilleter et découvrir les nouveautés pour faire son stock avant les vacances, c'est de nouveau possible dans les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Le site Aimé Césaire à la Verrière est ouvert les mardis et vendredis de 15h à 18h. Tout le monde attendait quand même de pouvoir renouveler le stock qu'ils ont pu bien utiliser et consulter pendant la période de confinement. Donc on a eu des appels quand même des adhérents qui attendaient avec hâte. Et dès le premier jour de réouverture, mardi 7 juillet, les adhérents étaient présents, heureux de pouvoir se plonger dans de nouvelles histoires. J'ai essayé de chercher dans les vieux livres de mes parents, mais après c'était quand même moins bien que de trouver des livres qui me correspondaient, quoi. La dernière fois que je suis venu, c'était en mars 2020. Mes petits-enfants, je leur prends régulièrement des livres. Donc ils attendaient un petit peu le fait de rouvrir la bibliothèque. Et on regardait régulièrement sur le site quand est-ce que ça allait ouvrir. Pouvoir rentrer dans la médiathèque, toucher les livres, regarder les nouveautés, ça nous manquait beaucoup, quoi. Naturellement, l'espace a été adapté pour accueillir le public dans de bonnes conditions sanitaires. Du gel hydroalcoolique est à disposition et les salles de travail et espaces bébés ne sont pas encore accessibles. On peut venir quand on veut pour rendre et emprunter des documents. On peut de nouveau faire des réservations sur tout le réseau comme on faisait avant. Par contre, effectivement, il faut porter un masque à partir de 12 ans. La médiathèque Aimé Césaire restera exceptionnellement ouverte tout l'été, de quoi s'évader même en restant à la maison. Et ce week-end débute Partir en livre, le rendez-vous dédié à la lecture. Toute une série d'événements sont à retrouver à la commanderie, vendredi et samedi. Vous pouvez voir le programme sur le site des médiathèques. Enfin, pour tout connaître de vos activités estivales du territoire, retrouvez un 7-8 loisirs spécial été en replay sur notre site internet. Le chantier a démarré mercredi. Fermé depuis 2012, la déconstruction du silo de Coignières a démarré. Les travaux prendront environ 2 mois avant de faire place nette pour la construction d'un nouveau parking à proximité des habitations de la résidence des Acacias et du centre commercial. Coût de la démolition 400 000 €, propos recueillis par Mathilde Demilly. C'est un peu paradoxal, un silo qui contenait au départ 474 places de parking qu'on détruit pour faire à la place des places de parking. Voilà, donc on aura une 70 places à peu près de parking avec un aménagement paysager, ce qui va quand même vraiment transformer le quartier, ça va aérer le quartier. Et ensuite, en accord avec Séquence, mais ça nous verrons en septembre, le plan d'aménagement, il y aura d'autres aménagements dans le secteur qui seront effectués. Il est arrivé le 1er septembre 2014. 6 ans après, le directeur du Golf national de Saint-Quentin en Yvelines passe la main à Philippe Pilato. Les deux hommes avaient notamment travaillé ensemble sur l'organisation de la Ryder Cup. Ils sont revenus sur cet événement et le prochain à venir avec Mickaël Elmidoro.
Mon plus beau souvenir, c'est ce qu'on a atteint sur un plan humain, c'est clair. La Ryder Cup était positionnée dans tous les challenges qu'il y avait, évidemment, c'était important, mais ça aurait été un désastre si on n'avait pas eu une équipe à la hauteur, et ça aurait été encore plus désastreux si on n'avait pas une prestation pour les clients à la hauteur de ce qu'ils imaginent d'un site de Ryder Cup. Donc c'est tout ça autour qui est le plus, le plus excitant pour nous. La Ryder Cup, bien sûr, on a y participé de tous les jours parce que multilingue, on était impliqué dans l'organisation, même pendant l'événement, et c'est un rêve. Mais j'ai pu visiter presque une dizaine d'autres Ryder Cup dans ma vie, en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout, en tant que fan. Et je l'ai vécu à l'intérieur un peu comme ça aussi. Donc c'est tout autour. C'est les 2 années avant, surtout l'accélération vers l'événement, et puis les 2 années avant ça de travailler avec des personnes qui avaient vraiment envie de faire une réussite de la Ryder Cup. Les Jeux Olympiques, ça va être formidable. C'est vrai que d'organiser cette épreuve, qui dans la vie d'un sportif et l'épreuve à laquelle on souhaite participer, c'est quand même formidable. Mais je le placerai aussi également un peu comme la Ryder Cup. C'est vrai que comme on en a pu en parler avec Paul, la Ryder Cup, c'est une étape, voilà. Et notre travail, c'était de préparer au mieux et d'être le plus près possible pour accueillir et faire en sorte à ce que cette étape soit bien vécue par les collaborateurs, soit bien vécue bien évidemment par le public. Et les JO, je pense qu'on va l'aborder exactement de la même façon. Une étape dans la vie. Il va y avoir les championnats du monde amateur, championnats d'Europe, Jeux Olympiques, des Open de France. Ce sont tout un tas d'étapes sur lesquelles il faut qu'on soit à la hauteur et sur lesquelles on doit mobiliser les équipes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier numéro de l'année. Bon week-end sur TV78.